Parler du changement climatique, c'est aussi parler de cette substance du marché des carbones. D'où notre curiosité de comprendre, n'est-ce pas, ces marchés vitaux pour l'humanité. Nous recevons pour vous un invité spécial qui va se présenter bel et bien lui-même. Nous vous disons salut à vous et bienvenue à ce nouveau numéro. Écoutez, le son derrière, c'est l'ambiance, n'est-ce pas, de cette première conférence internationale sur la forestation et les reboisements organisés, n'est-ce pas, par Madame la ministre de l'économie forestière, Madame Rosalie Matondo, sous le haut patronat, comme on dit toujours, de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, le chef de l'État. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation à parler dans votre émission Parler économie. D'abord, donc, je vais me présenter comme vous l'avez suggéré. Donc, je suis Nicolas Bailleul, je suis ingénieur forestier de formation et depuis maintenant bientôt 30 ans, je travaille sur la gestion des forêts tropicales et principalement ici en Afrique centrale, dans tous les pays de la région. Et donc j'ai notamment beaucoup travaillé sur les questions de gestion des forêts naturelles qui sont mises en production. Et naturellement, l'évolution des sujets m'a amené aussi à travailler sur les questions de carbone, qui est donc le sujet de cette émission. Et je pense que c'est vraiment bien le lieu, dans une émission traitant d'économie, de parler de ce sujet de carbone, même si au départ c'est un sujet qui est un sujet environnemental. Peut-être, je suppose qu'on va y revenir, mais c'est aussi un sujet qui peut évoluer et la lutte contre les changements climatiques va nécessairement passer aussi par de l'économie et par des transactions économiques qui sont sur ce marché carbone sur lequel nous allons, j'imagine, ensuite parler de façon plus approfondie. Comment se présentent ces marchés à la République du Congo? Avant de parler peut-être du marché carbone, il faut essayer de rappeler un peu ce que c'est le carbone. Parce que le carbone, c'est un sujet difficile à comprendre, je pense, pour tout le monde, et même y compris pour moi au départ, puisque c'est pas facile du tout, ça je vous le confirme, parce qu'effectivement on vend du carbone et en fait on ne peut pas bien palper vraiment ce que c'est. Mais le carbone, c'est donc une molécule qui se trouve sur notre planète. Vous en avez ici dans le bois, vous en avez dans l'air qu'on respire, vous en avez un peu partout dans l'atmosphère, y compris aussi dans le sous-sol, dans le pétrole, vous en avez dans les diamants, vous en avez dans différents matériaux et beaucoup dans le vivant, dans les plantes. Dans les arbres qu'on voit derrière, il y a également du carbone. Et donc, en fait, on ne vend pas directement ce carbone-là, mais on vend une économie du carbone. Alors peut-être que je vais un peu développer. En fait, le problème que connaît la planète actuellement en termes de réchauffement climatique, c'est donc, comme je disais, il y a du carbone un peu sur la Terre, un peu partout. Et il y en a en particulier donc, sur Terre même, dans les océans, dans le sous-sol, dans la végétation, et il y en a dans l'atmosphère. Et donc il y a un équilibre qui s'est créé, mais les activités humaines ont modifié cet équilibre puisque nous on prend du carbone dans le sous-sol, dans le pétrole, dans le gaz, on le brûle et donc il part dans l'atmosphère. Et c'est la même chose qui se passe aussi quand on coupe une forêt. Si on coupe une forêt, dans le bois, dans les arbres, il y a du carbone. Et quand on les brûle, quand on coupe la forêt, qu'on brûle ce bois, ce carbone part dans l'atmosphère. Et quand il y a plus de carbone dans l'atmosphère, ça provoque une augmentation de la température et qui provoque toutes les difficultés qu'on connaît actuellement, des catastrophes naturelles notamment, et donc aussi une modification qui est même palpable aussi pour les paysans ici en Afrique centrale, puisque ça va aussi modifier leur cycle de culture, peut-être avoir un impact sur leur rendement, peut-être avoir aussi les amener à devoir changer leur culture, à faire d'autres productions. Donc ça a un impact qui est palpable pour tout le monde et donc le but de ce marché carbone, c'est d'influer sur ce bilan et de faire en sorte qu'on ait le moins possible de carbone dans l'atmosphère et le plus possible sur Terre. Et donc pour ça, il y a plusieurs types d'actions possibles. On peut réduire des émissions liées à certaines activités industrielles qui sont toutes émettrices de carbone d'une façon ou d'une autre. On peut agir sur la gestion des forêts en limitant la déforestation pour éviter que le carbone parte dans l'atmosphère. Et on peut, et ça je pense que c'est pour ça qu'on parle de ce sujet ici dans une conférence internationale sur la forestation et le reboisement, on peut aussi capter du carbone en plantant des arbres. Comme les arbres, encore une fois, que vous voyez ici, qui sont pour l'instant des plantules, qui sont des jeunes arbres. Quand on va les mettre en terre, ils vont pousser.
Et comme dans leur bois et même dans leurs racines, il y a du carbone, on va prendre ce carbone dans l'atmosphère grâce à une opération que ne savent faire que les plantes, qui est de capter du carbone dans l'atmosphère pour le stocker dans leur organisme, dans le bois. Comment est organisé ces marchés? Ce qu'on rémunère dans ce marché, encore une fois, c'est une amélioration du bilan carbone. Ça peut être l'amélioration du bilan carbone d'une entreprise qui va émettre moins que ce qu'elle faisait traditionnellement, ou ça peut être de la captation de carbone dans une forêt principalement. C'est l'option qui fonctionne le mieux. Et donc ces opérations-là ont un bilan carbone positif, c'est-à-dire qu'elles retirent du carbone de l'atmosphère, ou elles font qu'il y a moins de carbone dans l'atmosphère. Et c'est ce bilan qu'on rémunère. Et donc quand on enlève 1 tonne de carbone de l'atmosphère pour le mettre sur Terre, ou quand on évite qu'il y ait 1 tonne de carbone qui soit émise vers l'atmosphère, on génère ce qu'on appelle un crédit carbone, et ça peut se vendre sur un marché qui effectivement doit s'organiser. Et donc il y a deux. Alors pour organiser un marché, il faut un vendeur et un acheteur. C'est une situation classique pour un marché. Il y a 2 types de marchés. Il y a un marché qu'on appelle réglementé, le marché dont on discute dans les réunions, dont on entend parler tous les ans, qui sont les COP, les conférences des parties de la Convention sur les changements climatiques, où les États essayent de se mettre d'accord sur un marché réglementé, avec des engagements de chaque pays à réduire leurs émissions. Et puis il y a aussi en parallèle, il s'est mis en place un marché volontaire. C'est surtout sur celui-ci peut-être que je vais développer ensuite. Et donc ce marché volontaire, c'est de mettre en relation 2 acteurs. Lesquels? Donc un vendeur qui va lui avoir un bilan carbone positif, et donc il va soit stocker du carbone sur Terre, soit éviter que du carbone ne soit rejeté dans l'atmosphère, et il va pouvoir vendre ce crédit carbone à un acheteur. Alors souvent les acheteurs sont des entreprises qui, elles, au contraire, émettent du carbone, et donc qui ont une dette carbone parce qu'elles ont émis du carbone, elles ont contribué au changement climatique, et pour effacer leur dette, ou au moins une partie de leur dette, elles vont acheter des crédits carbone et donc financer des actions qui vont limiter le réchauffement climatique. Nous voulons comprendre, parce que c'est vrai, beaucoup attendent parler de ces marchés, et les gens se disent, mais dans tout ça, qu'est-ce que le pays qui ont ces crédits gagne réellement de ce marché du carbone? Bon, comme toute l'économie, il doit y avoir des réglementations. Les projets carbone se font dans des pays, donc ils sont soumis aussi à la réglementation des États dans lesquels ils se font. C'est d'ailleurs aussi un des points sur lesquels il faut encore progresser pour avoir des réglementations qui soient mieux clarifiées et qui permettent à tout le monde d'opérer dans un cadre bien défini, et qui permettent aussi à tout le monde de s'y retrouver et d'être rémunéré pour l'action qui est réalisée. Et donc ce marché n'échappe pas à cette règle de l'économie. Il doit être réglementé par les États. Il doit y avoir des droits de propriété sur le carbone qui doivent être définis, qui l'ont été par exemple en grande partie ici au Congo-Brazzaville dans le code forestier qui a été adopté en 2020, qui détermine maintenant quelle est la propriété des crédits carbone, en tout cas pour ce qui est des projets forestiers. Il doit l'être encore un peu dans d'autres pays de la région. Et puis après, il doit y avoir de la fiscalité qui s'applique, qui doit s'appliquer sur le carbone, qu'il faut définir parce que c'est un produit spécifique, donc nécessairement qui fait appel à une fiscalité spécifique, mais aussi qui peut être opéré par des acteurs privés. C'est principalement eux qui sont les producteurs de ces crédits carbone, et donc ces acteurs privés, ils opèrent aussi dans le cadre réglementaire qui s'applique à toutes les entreprises privées du pays. Quels sont concrètement les intervenants dans ces marchés? Comment se présentent toutes ces transactions? Alors c'est ça aussi d'ailleurs une des difficultés de ce marché carbone, c'est qu'il y a un grand nombre d'intervenants. Qui sont bien définis. Alors ce dont je vais parler, c'est principalement les marchés carbone forestiers, parce qu'il y a aussi des actions qui peuvent être entreprises dans l'industrie pour limiter les réductions d'émissions. Là, ce n'est pas vraiment notre cœur de métier, et puis pas le sujet aussi aujourd'hui. Mais pour ce qui est des projets forestiers, comme acteur, je dirais le premier, c'est un opérateur qui va mettre en œuvre un projet. Par exemple, nous, le groupe FRM, on a des projets, divers projets dans la région de plantation, ou des projets qu'on appelle RED, pour réduire la déforestation. Et donc c'est nous qui opérons les projets sur le terrain et qui donc mettons en œuvre des actions sur le terrain. Ensuite, il faut faire un système de comptabilisation de ces réductions d'émissions du carbone. Et donc ça nécessite de faire des calculs
des calculs par exemple du carbone qui est stocké dans ces arbres. Comptabiliser. Donc on le comptabilise. C'est comme un inventaire, donc on compte des arbres, on évalue combien de carbone est stocké à l'intérieur de ces arbres. Vous utilisez parce que c'est un peu compliqué. C'est compliqué, alors je ne vais peut-être pas rentrer dans tous les détails de ces calculs carbone, que je maîtrise d'ailleurs pas moi-même absolument, mais donc on fait des inventaires forestiers comme on fait des inventaires dans les forêts pour d'autres besoins. Donc on compte des arbres, c'est simple, on mesure leur dimension, qui est principalement le diamètre de l'arbre, à 1,30 m du sol classiquement. Et donc on mesure ces dimensions des arbres et ensuite on applique des équations qui ont été définies par des travaux scientifiques ou qu'on va développer nous-mêmes, qui nous permettent, à partir de ces dimensions des arbres et du nombre d'arbres, d'estimer le stock de carbone qui est à l'intérieur. Ça, c'est un exemple. Après, il y a d'autres méthodologies plus complexes. Là, je schématise pour donner un exemple qui est peut-être le plus facilement compréhensible. Donc il faut pouvoir faire ces mesures et il faut ensuite que ce soit reconnu au niveau international, qu'on puisse le commercialiser, que ce ne soit pas seulement le producteur, l'opérateur qui disent moi j'ai stocké ou j'ai réduit tant de tonnes de carbone. Il faut qu'il puisse le prouver. Il faut inventorier. Mais il faut aussi qu'il y ait une tierce partie qui certifie que effectivement ce qu'il dit est juste et qu'il a bien produit 1000 tonnes de carbone, 1000 tonnes de crédit carbone ou 10 000 tonnes et qui puisse le certifier. Et donc ça passe par des méthodologies qui sont développées par des standards de certification. Donc le plus connu sur le marché volontaire, c'est le standard Verra, mais il existe d'autres standards, certains qui sont plus adaptés à des projets de plus petite dimension, comme Plan Vivo, et d'autres standards encore. Et donc ces standards-là, ils développent leur méthodologie pour expliquer comment les calculs doivent être faits, et ensuite, ils envoient des auditeurs qui vont certifier que les crédits carbone annoncés sont bien réels. Alors nous voulons comprendre, les transactions sont faciles ou il y a certaines difficultés que vous rencontrez sur le terrain? Et c'était là d'ailleurs que je n'avais pas terminé tout à fait la liste des acteurs qui interviennent. Il y en a encore d'autres. Il y a les États qu'on a déjà cités, qui doivent réglementer, qui doivent définir quelles sont les règles qui s'appliquent au pays et aussi qui doivent définir comment ces projets carbone et ces efforts qui sont mis en œuvre dans leur pays vont s'intégrer dans leur comptabilité nationale et dans les engagements qu'eux ont pris vis-à-vis de la Convention sur les changements climatiques. Donc l'État est nécessairement un acteur important. C'est aussi lui qui va gérer les questions de foncier sur lesquelles ces projets vont se réaliser. L'opérateur doit aussi avoir les droits sur les terrains qu'il valorise. Et ensuite, il y a comme autre acteur souvent dans nos projets, comme on opère en zone rurale, dans des endroits où il y a des activités humaines, un autre acteur important, ce sont les populations locales, les communautés, qui vivent, avec qui on cohabite, qui parfois avaient des droits traditionnels, coutumiers sur les terrains sur lesquels on travaille, et avec qui donc on doit discuter pour travailler en bonne entente. Les autres acteurs, qui font un peu référence à votre question suivante, ce sont les négociants et les acheteurs. C'est-à-dire le commissionnaire. Les commissionnaires, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des acheteurs qui vont acheter en direct auprès d'un producteur de crédit carbone, et puis il peut y avoir des intermédiaires qui vont rassembler des crédits carbone ou qui vont mettre en relation des producteurs et des acheteurs. Et donc c'est important qu'il y ait toute cette chaîne d'acteurs pour que le projet puisse fonctionner, puisqu'il est financé à la fin par l'achat de ces crédits carbone, au moins en partie, parce qu'il peut y avoir d'autres sources de financement dans ces projets aussi. Nous voulons comprendre parce que c'est vraiment un marché juteux, où tout le monde veut y aller, tout le monde pense avoir une idée, une certaine opportunité de gagner quelque chose derrière ces marchés. Comment arrivez-vous à atteindre vos objectifs? Alors c'est un marché qui peut être potentiellement juteux. Ceci dit, c'est aussi, il y a effectivement de nombreux défis à relever. Et je dirais que le premier, c'est d'avoir des opérateurs solides qui maîtrisent bien le métier, les opérations, parce que ça demande aussi des compétences. Pour parler des projets de plantation, ça demande de multiples compétences pour savoir produire ces plants en pépinière comme ceux qu'on voit derrière nous, pour pouvoir les planter, pour pouvoir suivre les plantations. C'est un travail qui est en tout cas important et qu'il faut être capable de suivre. Il n'est pas facile. Pas facile, rien n'est facile, hein, mais simplement qu'il faut, c'est un métier. Un métier qu'il faut savoir maîtriser et être bien organisé pour l'opérer. Donc je dirais un premier défi, c'est donc d'avoir ces compétences-là et je dirais un défi important pour la région aussi, c'est de les avoir de façon plus importante localement.
souvent, ici je parlais par exemple des auditeurs de certification. Pour l'instant, on les fait venir principalement de l'étranger. On en fait venir d'Europe, d'Inde, d'Asie, donc d'Amérique. Et il y en a encore trop peu qui sont formés dans la région pour venir auditer. Il n'y a pas encore de l'expertise. Il n'y a pas suffisamment, c'est aussi parce que c'est un sujet nouveau, donc les cursus de formation n'ont pas encore pu intégrer cette nouvelle donne, donc c'est important maintenant que la région aussi forme ses propres acteurs qui puissent avoir leur rôle sur ce marché. Donc ça c'est un défi, un des premiers défis à relever. Un deuxième défi, c'est pour tout ça, il faut des financements, puisque avant de vendre des crédits carbone, il faut pouvoir les produire, donc ça nécessite d'investir, d'avoir les moyens financiers pour investir. Donc là, comme ça a été vu pendant cette réunion, il faut qu'il y ait des sources de financement multiples qui peuvent être publiques, qui peuvent être privées. Ça, je dirais que c'est un défi, mais ce n'est pas nécessairement le plus important, puisqu'on a quand même une demande assez forte de nombreux acteurs qui sont conscients de la nécessité d'améliorer leur bilan carbone et de contribuer au changement climatique et qui sont donc prêts à le financer. Maintenant, l'enjeu, c'est de réussir à mettre en relation de bons opérateurs avec de bons financiers, quoi. Avant de finir, nous ne pouvons pas partir sans pour autant parler de votre structure qui est la FRM, c'est-à-dire je vois le forêt, ressources et management. Est-ce qu'on peut comprendre de quoi s'agit-il? Alors FRM est une entreprise qui a été créée en 1983 par M. Bernard Cassagne, qui en est toujours donc le dirigeant. C'est une entreprise qui au départ s'est fortement développée comme je vous l'expliquais au début concernant mon parcours personnel, qui s'est développée fortement dans la gestion des forêts naturelles de production, principalement dans tous les pays d'Afrique centrale. On est intervenu ici au Congo-Brazzaville pour établir les plans d'aménagement d'un grand nombre de concessions forestières, donc avec des opérateurs privés de la filière bois. Et puis ensuite, on s'est diversifié dans d'autres activités. On a des projets de développement rural sur des financements internationaux, des projets d'appui institutionnel. On travaille sur des projets d'appui à différentes filières forestières et agricoles. Et puis, ces dernières années aussi, on est devenu non seulement un bureau conseil, comme on l'était au départ, un bureau d'études, mais maintenant, on est aussi nous-mêmes opérateurs de projets. Et donc en particulier de projets avec une composante carbone, donc des projets de plantation ou des projets de conservation de forêt, sur lesquels le revenu carbone est une des sources de revenus, avec d'autres qui peuvent être la vente de bois énergie, donc sous forme de charbon de bois, qui peuvent être la commercialisation de bois d'œuvre, une fois que les plantations sont arrivées à maturité, ou la production de miel ou d'autres produits. Et donc c'est maintenant devenu notre deuxième activité, à côté de l'activité que nous continuons à exercer de bureau d'études conseil. Nous sommes maintenant aussi un opérateur de projet. Et donc ici en particulier, nous avons au Congo-Brazzaville plusieurs projets, les deux plus importants étant donc les projets Bakassi avec la société Total Energy et puis le projet avec la Société nationale des pétroles congolais qui ont voulu s'investir eux-mêmes dans des projets carbone. Nous vous avons vu intervenir, mais nous voulons bel et bien comprendre en quelques lignes ce qui était votre contribution dans cette première conférence internationale. Oui. Alors d'abord, comme vous l'avez senti avec ce que je vous ai expliqué précédemment, FRM est un acteur important sur le domaine de l'afforestation au Congo et dans la région. C'est le premier opérateur de plantation actuellement dans la région. Donc nous avons été sollicités par Madame la ministre de l'économie forestière pour l'organisation de cette conférence avec donc mon collègue Paul Berthaud qui est le directeur technique des plantations ici. Et puis nous sommes intervenus dans différentes sessions et nous avons aussi cherché un peu à structurer la réflexion et les recommandations qui peuvent sortir de cette conférence. Et moi-même, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de présenter les résultats d'une étude que nous venons de réaliser dans le cadre de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, qui est donc une cellule mise en place au sein de la Comifac. Et donc nous avons réalisé une étude sur la situation, l'état des lieux, des projets forestiers du marché carbone volontaire dans tout l'espace Comifac et aussi émis un certain nombre de recommandations pour que ce marché puisse prendre de l'essor de façon encore plus importante et que la région puisse rattraper le retard qu'elle a
sur le reste du monde sur ce marché carbone. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que le téléspectateur va retenir de votre passage de l'émission Parler économie? Bon, j'espère que le téléspectateur aura retenu dans toute cette masse d'informations qui est, j'imagine, forcément un peu difficile à digérer, qu'il y a maintenant un besoin de travailler sur cette économie du carbone et que vos pays ici, le Congo, ici votre pays, la République démocratique du Congo, ont des rôles importants et peuvent apporter des contributions très importantes dans cette économie. Merci beaucoup. C'était pour nous une curiosité afin de comprendre comment fonctionnent ces marchés de carbone, un marché vital pour toute l'humanité. Nous étions avec M. Nicolas de l'entreprise Forêt, Ressources et Management. Nous allons nous retrouver avec vous au prochain numéro. Au revoir et à très vite.